Donc, à nouveau, bonjour, bonjour et bienvenue. Bienvenue à cette discussion clé pour cette formidable série de la Fondation internationale sur la LMC. Je m'appelle Oliver, je suis hémato-oncologue. D'origine, je viens d'Allemagne, mais je travaille en Tanzanie depuis de nombreuses années au Centre médical chrétien du Kilimandjaro et je serai votre modérateur aujourd'hui. Avant que je ne vous présente nos orateurs, je vais présenter peut-être la fondation, parce que certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas le travail de la Fondation internationale sur la LMC. Alors, qu'est-ce que cette fondation internationale? C'est une fondation de recherche et d'éducation avec deux priorités pour arriver à de meilleurs résultats pour les patients souffrant de LMC dans le monde entier et parce que nous voulons mieux gérer cette maladie par le biais de formations qui passent par ce genre de réunions telles que nous avons organisées aujourd'hui. Au cours des 15 dernières années, la fondation a travaillé pour des réunions en personne et des réunions virtuelles pour avoir des forums de discussion que vous connaissez déjà probablement et pour mettre en place un centre de connaissances pour que, quel que soit votre lieu de travail, que vous soyez médecin ou chercheur, vous ayez à votre disposition les meilleures connaissances possibles et les meilleures expériences disponibles. L'autre partie du travail de la fondation vise plutôt la recherche pour arriver à de bons traitements pour la LMC et pour trouver de meilleurs résultats pour tous les patients. Nous avons donc l'alliance génomique, nous avons l'alliance rémission sans traitement et beaucoup de travail a été réalisé sur la CML, la LMC et le Covid il y a quelques années. Et on veut se concentrer également sur la LMC et la grossesse, ainsi que la LMC dans les traitements pédiatriques pour les pays à faible revenu. Il y a encore plus à faire. Commençons par un survol de la Fondation internationale de la LMC. Euh, euh, N'hésitez pas à contacter Alliance Arlène, notamment, qui vous a envoyé le lien pour aujourd'hui, si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus sur ce programme de la Fondation internationale. Pour notre discussion d'aujourd'hui, nous allons démarrer avec le sujet visant à surmonter les obstacles d'observance thérapeutique. Et ensuite, nous passons, c'est-à-dire soit Alexandra, soit Laurence de Calliope. Commençons l'examen de notre premier sujet pour aujourd'hui. Comment surmonter les défis liés à l'observance thérapeutique? Et je suis ravie d'accueillir, et ce n'est pas la première fois que nous l'accueillons dans ces réunions, le docteur Ama Amina Beniakwasi Kuma du Ghana, qui est médecin de haut niveau et une grande amie de la Fondation internationale de la LMC. Et elle travaille également, comme moi, dans le groupe de pilotage pour l'Afrique de la Fondation. Bienvenue, docteur Bénet. Et j'ai pour le premier bloc également le docteur Daniela Sakova de l'hôpital universitaire de Brno et de l'université de Masaryk, Brno, en République tchèque. Elle contribue aux études de la Fondation sur l'impact de Covid sur les patients souffrant de LMC et elle travaille également sur la qualité de vie, sur la rémission sans traitement. Je l'ai rencontrée récemment dans une conférence en Allemagne sur la LMC. Elle était l'une des oratrices phares. Donc, merci beaucoup à vous deux de nous avoir rejoints ce soir. Et nous attendons d'entendre votre premier cas. Docteur Ama, vous avez la parole. Je m'arrête ici et je vais arrêter le partage de ma propre présentation pour vous donner le micro. Merci beaucoup, Oliver. Bonsoir à vous tous. C'est un plaisir d'être ici. Merci à la Fondation internationale de la LMC de m'avoir invité ici pour vous présenter quelques idées.
Donc, merci beaucoup. Nous entrons tout de suite dans le sujet. Je vais commencer par une petite introduction liée aux stratégies contribuant à la non-observance, aux stratégies pour améliorer l'observance. Et je commence tout de suite en disant que l'arrivée des inhibiteurs de tyrosine kinase a révolutionné la prise en charge de la leucémie myéloïde chronique, la transformant d'une maladie mortelle en une affection chronique contrôlable. Cette révolution repose toutefois sur une observance soutenue. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi pour le dire. Malheureusement, près d'un tiers des patients ne respectent pas le traitement par ITK qui leur a été prescrit, ce qui entraîne des réponses moléculaires inadéquates et des résultats à long terme inférieurs. À l'heure actuelle de la rémission sans traitement, où l'arrêt du traitement est possible, après avoir obtenu et maintenu une réponse moléculaire euh, profonde, l'observance est devenue encore plus cruciale. Ainsi, une observance sous-optimale compromet non seulement la réponse initiale au traitement, mais peut également empêcher les patients d'atteindre un jour l'éligibilité à la rémission sans traitement. Alors, quels sont certains des facteurs qui contribuent à la non-observance thérapeutique? Alors, il y a des facteurs qui sont liés au traitement et des facteurs qui sont liés au patient et des facteurs liés au système. Je suis sûre que vous connaissez déjà certains de ces facteurs, voire tous peut-être. Alors, le traitement d'abord, les effets indésirables, les euh, horaires de prise posent problème. Par exemple, pour le nilotinib, il faut jeûner avant de prendre son médicament. Et puis, il peut y avoir des interactions médicamenteuses. Passons maintenant aux facteurs liés aux patients. Là, il y a des obstacles socio-économiques, parfois une mauvaise compréhension de la maladie et de la nécessité d'un traitement continu. Il peut y avoir aussi des influences psychologiques, culturelles ou sociétales. Et puis, des difficultés liées au mode de vie et le bien-être perçu après la rémission. On pense qu'une fois qu'on est en rémission, on n'a plus besoin de prendre de médicaments. Quels sont les facteurs systémiques? D'abord, pas suffisamment de communication ou de suivi entre le patient et le prestataire, l'absence de programme structuré d'observance au sein des centres de traitement et un accès limité aux capacités de surveillance diagnostique. Ça, c'est un point très important dans notre région du monde. Voici certaines stratégies pour améliorer l'observance. D'abord, il faut examiner régulièrement les données relatives au renouvellement des ordonnances. Un patient peut vous dire, eh bien voilà, il me reste encore des médicaments. Ça, c'est un drapeau rouge. Et puis, une surveillance fréquente pour identifier rapidement toute réponse sous-optimale. On peut envisager de créer des groupes de soutien par les pairs pour assurer également l'éducation continue des patients, appuyer un soutien psychosocial et une gestion active des effets secondaires liés au traitement et des comorbidités. Il faut aussi améliorer les interventions du système de santé, notamment au début de la relation avec le patient ou entre les cliniciens et les patients, et bien partager les informations, voir si on peut avoir un suivi qui soit assuré par des infirmières de confiance. Ça, c'est important. Il faut que l'on utilise cela comme stratégie. Je vais vous présenter un premier cas. C'est Monsieur J. Monsieur J, un homme de 29 ans qui a reçu un diagnostic de LMC en novembre 2018 à la suite d'une découverte fortuite de leucocytose. Vous voyez ici les données qui sont importantes au moment de son diagnostic. Vous voyez une numération des globules blancs à 85, une numération plaquettaire à 536 et un niveau de BCR qui était euh, de 34%. Donc, il a commencé avec un traitement à l'imatinib et a obtenu une rémission hématologique en moins d'un mois. Au bout de 3 mois, son taux de BCR-ABL était de 27%, ce qui indiquait une réponse moléculaire sous-optimale et qui a déclenché la première consultation d'observance thérapeutique. Et par la suite, il a été suivi en juin 2023, il est revenu, 1 an plus tard et après des examens complets, nous avons,
recommencer l'imatinib et là, il a assuré quand même une meilleure observance et nous sommes arrivés à des FBC normaux. Alors le problème, c'est que cette non-observance est liée à une cause d'infertilité. Cela a eu un effet, conséquent sur son mariage et sur sa culture. Il subit la pression culturelle et sociétale. Et donc il y a ici un conflit où le patient est perçu comme devant faire un traitement LMC pour sauver sa vie, mais il y a également une menace directe sur ses objectifs personnels et de famille. Et donc, sa décision consiste à prioriser, sa fertilité au-delà de, la prise en charge contrôlée de sa maladie. Ce qui montre à quel point les croyances et les pressions sociétales peuvent être, importantes et prendre le dessus sur une orientation médicale. Nous avons donc décidé d'avoir, une, action proactive vis-à-vis de ce patient avec un conseil continu aligné sur les objectifs individuels de ce patient. Alors, les points de discussion sont les suivants. L'infertilité masculine et la LMC. Est-ce que c'est lié à la maladie? Est-ce que c'est lié à la thérapie? Et quelle est la meilleure façon d'y faire face? Et la deuxième question serait de savoir comment traiter au mieux ces perceptions et ces croyances culturelles lorsque elles sont à l'origine de la non-observance de la part du patient. Merci beaucoup, Ama. Merci, de ce pour ce premier cas qui est vraiment très, très important. C'est une réalité que nous rencontrons également de l'autre côté de l'Afrique, en Afrique, de l'Est, cette question de l'infertilité chez les hommes et chez les femmes également et c'est une des raisons qui compte pour, une bonne part de la non-observance. Je vais peut-être demander à madame, enfin au docteur Daniela de commenter ce premier cas. Est-ce que vous êtes, au fait de ce type, de cas? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci beaucoup Oliver et merci Amma de nous présenter ce cas extrêmement intéressant. Ce cas illustre, comme cela a été dit, plusieurs aspects importants, notamment des éléments qui sont très importants dans les pays à revenus, faibles et revenus intermédiaires. La question, des perceptions est très importante parce qu'elle est enracinée dans les questions, sociales et culturelles. Mais nous avons vu également ici que le conseil continu des médecins a permis de rétablir l'observance au traitement. Face à une infertilité potentielle, nous savons que l'imatinib n'est pas à l'origine du problème. En Europe, nous avons d'autres substances comme l'imatinib, mais notre expérience est encore assez limitée et c'est pourquoi il faut continuer à demander aux patients s'ils veulent des conseils sur la fertilité, s'ils veulent avoir accès à une banque de sperme, surtout chez les jeunes patients. J'ai le sentiment que chez les jeunes patients, il y a des difficultés, notamment en Afrique. En d'autres termes, nous n'avons pas de recommandations strictes à faire. Lorsque j'en ai parlé avec, Elisabeth Abroussès et nous reviendrons sans doute dessus, tout à l'heure lorsque nous aborderons le deuxième cas, nous avons le sentiment que parfois, lorsque nous estimons que la pression sociétale, la pression familiale sont très fortes, lorsque la question de la survie est sur la balance par rapport, aux croyances familiales et sociétales
eh bien, c'est effectivement une possibilité, une voie pour améliorer la situation. Et très franchement, je ne sais pas quelles seraient les autres possibilités possibles. Ici, nous avons un conseil, fertilité, nous avons, la banque de sperme. Je ne sais pas ce que l'on pourrait envisager d'autre. Dans votre région, qu'avez-vous d'autre? Bon, il peut y avoir la banque de sperme effectivement, mais c'est très cher. Pour, ceux qui vivent avec la LMC, lorsqu'il s'agit d'hommes, la plupart d'entre eux ont réussi à enfanter. Mais c'est un cas sensible. Il suffit qu'une personne n'y parvienne pas et ça devient une catastrophe pour cette personne. Et donc je m'interroge moi-même, face à ce type, de patient homme, quelle est la thérapie que nous pouvons proposer? Est-ce que la banque de sperme serait une solution, même si c'est très onéreux? Mais quoi qu'il en soit, en général, on met un certain temps avant de parvenir à un diagnostic pour comprendre ce qui ne fonctionne pas très bien. Notre expérience, ici en Tanzanie, nous dit que parfois c'est utile d'établir un plan et de dire: «Écoutez, nous allons devoir pendant un certain temps vous mettre sous tel et tel traitement et voir ensuite s'il y a une rémission. Ensuite, nous pourrons envisager une pause de la prise en charge». Mais c'est une discussion très difficile et je le vois ici, dans le chat, de nombreux collègues réagissent. Ici, nous avons Lydie Ngolet du Congo qui nous dit que le conseil ne marchera pas lorsqu'il s'agit de grossesse. Cela signifie que la pression sociétale est immense et pourtant, moi, je pense que, ce conseil médical est fondamental parce que nous devons travailler avec le patient pour trouver une solution. Elle mentionne également la chose suivante, la fertilité, la grossesse, mais également les effets négatifs, comme, par exemple, des difficultés, de digestion et l'hypopigmentation sont au Congo les raisons principales de la non-observance à la prise en charge. Effectivement, lorsqu'il s'agit du conseil, les patients savent qu'on va leur dire de prendre des médicaments toute la vie. Mais ce n'est pas toujours le cas. Nous savons que l'ITK a un effet sur la production de mélanine et de fait, la peau s'éclaircit et très souvent, c'est la seule chose que les gens retiennent et cela, soulève 2 questions. Les gens posent, 2 questions: «Pourquoi est-ce que tu es si pâle? Est-ce que tu fais des traitements pour te blanchir la peau?» Et donc il faut là, évaluer les avantages et les inconvénients. Parce que nous devons comprendre la réalité de la patiente. Après, il y a ceux qui se fichent des remarques qu'on leur fait, mais néanmoins, il faut, tenir compte, de cet aspect. Dès le premier jour, nous leur, expliquons que leur peau va pâlir en raison du traitement. J'aimerais ajouter quelque chose. Je suis effectivement tout à fait d'accord, les effets secondaires sont une question importante. Que pouvons-nous faire pour les patients? Je pense qu'on doit discuter très honnêtement avec eux, leur expliquer la situation, mais leur fournir également de nouvelles données. Nous savons de nos jours qu'il est possible de réduire les doses lorsque nous arrivons à une bonne réponse moléculaire. Nous avons des données qui l'expliquent et donc il ne faut pas craindre les résistances.
lorsque nous diminuons les doses. Nous pouvons également interrompre le traitement, mais nous savons que ça ne concernera qu'une minorité de patients. C'est pourquoi je pense qu'il est préférable de parler de la réduction de la dose et la majorité des effets secondaires, concernent peut-être l'hypopigmentation, je n'en suis pas sûre. Moi, je faisais plutôt référence à d'autres effets secondaires qui sont liés à la dose du traitement, de la posologie. Donc, on peut expliquer que l'intensité de la prise en charge est fondamentale au début du traitement et qu'ensuite, leurs ITK vont pouvoir s'améliorer et leur qualité de vie s'améliorera. On peut également expliquer que les effets secondaires vont, s'atténuer dans le temps. Il faut essayer de mettre en place une relation de confiance avec le patient pour pouvoir leur renseigner, des choses sur leur situation et nous savons très bien que les effets secondaires ne sont pas faciles, surtout au début et on cherche à les éviter. Merci beaucoup Daniela. Une question. À quel moment penseriez-vous introduire cette réduction de la dose? À quel moment? Écoutez, je m'enhardis au fur et à mesure que nous disposons de données. Pour la première année, j'essaye de maintenir un traitement intensif dans le dosage. On essaye vraiment de cadrer la maladie, on essaye, de limiter les effets secondaires, on essaye de gérer la situation avec, différents types de soins. Mais si la réponse moléculaire est importante, si la réponse moléculaire profonde est importante, alors j'ose diminuer les doses. Je propose une réduction de dose pour tous les patients. Je pense que c'est une partie importante de la gestion de la prise en charge. Les patients savent qu'ils prendront des médicaments toute la vie et donc il est important de diminuer les doses, surtout lorsque l'on arrive, à un MMR, satisfaisant, lorsque les ITK sont encourageants. C'est là, je pense, que l'on peut introduire une diminution de la dose. On voit l'approche, adoptée par les collègues français qui essayent d'adapter la dose en première, intention, dès lors qu'il y a un contrôle serré. Donc, nous, nous introduisons également une diminution de la dose assez tôt et c'est une, approche de plus en plus active de notre part, y compris lorsque la réponse n'est pas aussi positive que nous le souhaiterions. Donc même avant, d'atteindre, des MMR satisfaisants. Mais de façon générale, c'est assez sûr, même, en fonction des MMR. Donc, on peut quand même réduire la dose, à tout moment. Merci beaucoup. Merci, c'est tout à fait rassurant, effectivement, parce qu'on peut avoir une réduction de la dose une fois qu'il y a une réponse mesurée, réponse moléculaire profonde et mesurée. Alors, je vois Livia Ngolé qui pose une autre question. Dans votre, expérience sur 79 patients, seuls 12 ont obtenu une réponse moléculaire profonde avec l'imatinib. Cela reflète d'ailleurs beaucoup de données que l'on constate en Afrique et cela mérite, je crois, une discussion différente sur les raisons qui mènent à cela. C'est pas simplement une question d'observance parce que comme on le sait, il y a beaucoup de patients africains qui sont diagnostiqués tardivement.
bien plus qu'on le voit ailleurs avec des tumeurs solides. Ils ont peut-être accumulé beaucoup de résistance, de mutations et des réactions cytogénétiques. C'est un point très, très important effectivement et je suis sûre qu'on va en discuter lors d'une autre réunion. Et Mike Moreau nous fait un commentaire. La réduction de dose est plus justifiée pour les ITK de deuxième génération, comme le dasatinib. La réduction de dose de l'imatinib en dessous de 300 mg peut être sous-optimale, ce qui pose problème. Oui. Est-ce que, Daniela, en dernière réaction, vous pourriez répondre à ce qui vient d'être dit ici avant qu'on passe au deuxième cas? Oui, sur le fond, je suis d'accord, effectivement. Nous, passons à 200 milligrammes. C'est vrai, il y a des différentes là-dessus, des avis différents. Mais si je vois que le patient commence à ne plus réagir, alors je peux augmenter la dose, de manière assez sûre. Mais oui, je suis d'accord avec Mike, effectivement. Bien, merci beaucoup. Alors, nous allons passer maintenant au deuxième cas, docteur Ama. Allez-y. Merci, Oliver. Le deuxième cas, c'est Madame G, une femme de 27 ans qui souffre de diabète de type 2 préexistant, qui a reçu un diagnostic de LMC en octobre 2023 après un mois d'aggravation progressive de sa splénomégalie. Vous voyez ici les paramètres à l'écran sur l'hémoglobine, la numération leucocytaire, la numération plaquettaire, et vous voyez un niveau de transcription BCR-ABL de 14,27. Elle a commencé un traitement par imatinib en décembre 2023 qui a permis d'obtenir une rémission hématologique rapide. Pardon, là, je me mélange. Voilà, j'y suis. En avril 2024, l'augmentation des taux indiquait un probable manque d'observance. Ce problème a été rapidement résolu et grâce à la reprise d'un dosage régulier, la rémission hématologique a été rétablie en 2 mois. Elle a toutefois de nouveau manqué à ses obligations. Après un entretien, elle a expliqué que l'augmentation de l'appétit due à l'imatinide était la raison principale de sa non-observance. Elle percevait cet effet secondaire comme la cause directe de la détérioration de son contrôle glycémique. L'implication clinique montrait un conflit thérapeutique entre son traitement contre la LMC et la prise en charge de son diabète. La patiente elle-même a démontré comment la prise en charge de plusieurs maladies chroniques sans soutien intégré peut conduire à de mauvais résultats pour les deux maladies. Alors, il y a eu une orientation coordonnée vers un endocrinologue afin d'ajuster le traitement du diabète et de résoudre le conflit entre son traitement contre le cancer et sa santé métabolique. Et ce cas illustre la nécessité d'un modèle de soins pluridisciplinaire pour gérer l'interaction complexe entre les traitements et les comorbidités. Voici les points de discussion. À part la formation, quels sont les autres moyens que l'on peut utiliser pour surmonter la non-observance? Et quel est l'impact des comorbidités et des effets secondaires sur l'observance thérapeutique? Merci beaucoup, Ahmad, de ce cas qui est aussi très intéressant. Et là, je vais tout de suite passer la parole à Daniela qui va faire un commentaire sur les patients qui ont déjà un diabète diagnostiqué. À quoi doit-on penser? Comment peut-on assurer la prise en charge de ces patients? Alors, ce n'est pas simplement un problème de diabète, hein, c'est le cas pour beaucoup de maladies chroniques, et la LMC est aussi une maladie chronique.
Donc on se retrouve face à des traitements médicamenteux parallèles et là, j'aimerais mettre en avant la nouvelle recommandation, heu, qui est celle d'avoir une approche pluridisciplinaire. Donc nous devons tout à fait avoir une coopération avec d'autres collègues, d'autres spécialistes. Bon, personnellement, moi, je me trouve confrontée à des cas où mes collègues de l'hôpital universitaire voient la leucémie, comme une maladie complètement stigmatisée, quel que soit le type de leucémie et donc mes collègues ne veulent absolument pas traiter les patients leucémiques. Elles considèrent, que c'est une maladie, contre laquelle on ne peut rien faire et cetera. Donc je crois qu'il faut améliorer la communication en personnel, prévoir peut-être, des brochures ou des séminaires pluridisciplinaires, heu, pour ou une, conversation comme on l'a ce soir pour améliorer la situation. Parce qu'on le voit très souvent, je peux tout à fait m'imaginer qu'en Afrique, le problème se reproduira également, notamment pour le diabète. Nous avons fait des études et nous avons vu que bon, c'est déjà très courant avec, le nilotinib, c'est déjà problématique, mais il y a, d'autres médicaments qui peuvent être pris en sécurité dans ce genre de situation. Donc à nouveau, il faut expliquer aux patients qu'il faut communiquer avec le médecin qui, suit le diabète. Essayer de persuader ce médecin que ce n'est rien de trop grave, qu'il n'y a pas de corrélation négative. Il faut expliquer la réalité, fournir des données, essayer de mieux gérer cela. Merci beaucoup. Merci. Alors là, c'est un plaidoyer très important pour assurer la coopération entre les spécialistes. D'abord, les médecins hématologues, mais également les, médecins de médecine générale et le docteur Ngolé, elle écrit dans le chat, elle dit que les différents prestataires de santé devraient voir le patient en commun avec, des rendez-vous le même jour, un échange des rapports des tests de laboratoire pour que le patient ne doive pas refaire les prises de sang, par exemple, pour arriver au même test et ça, c'est très important et ne pas oublier l'interaction médicamenteuse. Il faut en discuter avec les autres professionnels de santé. Peut-être que le médecin généraliste en dans un contexte européen travaille, dans un cabinet, alors qu'en Afrique, on travaille dans des dispensaires, plutôt et on doit donner des informations aux patients sur la manière dont on doit gérer les effets secondaires et ce que le patient doit savoir en termes d'interaction médicamenteuse. Ama, qu'en pensez-vous? Quelle est votre expérience lorsque vous essayez de parler avec des professionnels, des experts de soins primaires? Oui, bon, je dois dire que dans l'ensemble, ça se passe bien, mais comme Daniela l'a dit, parfois certains médecins pensent que: «Oh, la leucémie, on ne peut rien y faire», donc en général, il faut identifier une ou 2 personnes qui peuvent comprendre ce que vous faites et continuer de leur parler. La communication est aussi importante. Ce que je fais parfois, c'est que on a des gens qui viennent du l'ensemble du pays et je leur dis: «Si vous allez à votre clinique locale, donnez mon numéro de téléphone à votre médecin et je peux lui parler pour que votre médecin puisse collaborer avec moi pour gérer certains de ces effets secondaires, liés aux comorbidités» et moi, je pense que cela fonctionne. On a en général des médecins qui sont intéressés par cette collaboration. Donc oui, la formation, l'information, essayer, d'identifier, des médecins qui sont intéressés.
qui veulent collaborer et continuer les exercices de formation jusqu'à ce que vous ayez de plus en plus d'experts dans le pays, si on peut le dire ainsi. Merci. Merci beaucoup. Mike nous écrit dans le chat, j'essaie toujours de discuter avec les patients pour prendre une décision entre les symptômes, les effets secondaires qui soient liés d'abord à la dose, deuxièmement au traitement ou troisièmement des effets secondaires qui ne sont pas liés à cela. Avec l'optimisme, une fois qu'on aura la rémission de des symptômes de LSD, et souvent, ceux-là ne sont pas limités, ni présents et il faut faire attention d'éviter d'allouer tous les symptômes aux ITK. Oui et Mike dit qu'il est d'accord avec le commentaire d'Amal. Il y a beaucoup de professionnels de santé qui ne connaissent pas les ITK et qui, partent du principe que, la situation est bien pire qu'elle ne l'est. Je le vois en Tanzanie aussi, au niveau de la détection précoce de la LMC, mais aussi au niveau, de l'orientation du traitement pour éviter les déplacements. Ça fonctionne très bien si on arrive à bien former les gens sur ce que signifie cette LMC. Bon, Mike intervient. Oui, vous m'avez coupé l'herbe sous les pieds, dit Mike, comme si j'avais une laryngite en fait. Vous parlez pour moi? Alors, je crois que c'est un excellent débat. La collaboration aux États-Unis, fonctionne qu'on arrive à avoir, des collaborations avec des spécialistes, notamment les spécialistes cardiovasculaires qui ont d'autres médicaments qui interviennent. Une fois qu'on a la communication, c'est plus facile pour les patients, c'est difficile de comprendre, lorsqu'on leur pose les questions sur les effets secondaires, les patients ne le savent peut-être pas. Allez-y. Oui, alors en résumé, je pense qu'il faut, prêter attention aux signes. S'il y a des entretiens qui sont manqués, s'il y a une numération qui est en augmentation, s'il y a un changement du teint, et des niveaux de BCR-ABL qui sont en augmentation, là, on sait que le patient, ne respecte pas le traitement et puis il faut commencer la conversation, explorer les facteurs qui mènent à cette non-observance et trouver une solution et avoir des webinaires, peut-être des réunions entre patients, pour avoir des échos, pour leur donner la possibilité de parler. Parfois, lorsque ces, patients parlent, ils se rendent compte que d'autres patients ont les mêmes effets secondaires et ils peuvent avoir une idée ou 2 de la manière dont ils peuvent gérer ces effets secondaires. Mais il y a déjà du réconfort lorsqu'on sait que quelqu'un d'autre se trouve dans la même situation. Et ça peut aider à, renforcer l'observance du traitement. Merci beaucoup.